Je vous écoute. Ah, ok, d'accord, merci. S'il vous plaît, j'ai une préoccupation et j'espère vraiment que vous pourrez orienter la personne qui a le problème. J'ai mon petit frère qui s'est fait assister par une agence au Cameroun, à Douala, et ça ne s'est pas bien passé. Sauf que là, on se rend compte que l'agence en question a utilisé des informations erronées à son nom, a utilisé des informations erronées sur son identité. Maintenant qu'il veut passer à autre chose, il veut engager lui-même sa procédure, l'agence refuse de lui donner accès au compte pour qu'il sache exactement ce que l'agence a déclaré sur lui. Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? Ben, ce qu'il faut faire, ça dépend de ce que vous appelez agence. Est-ce que c'est un consultant réglementé comme moi, reconnu au Canada, ou c'est des agences du quartier qu'on crée comme ça? C'est probablement une agence du quartier créée, sauf qu'ils ont quand même mis le nom ils ont mis le nom d'un agent réglementé au niveau de leur en-tête. Comme quoi cet Non. agent-là. Mais si c'est, il y a le nom d'un agent réglementé, il ne peut pas vous appelez le collège des consultants, mais même en privé, je peux vous aider. Si c'est un agent qui est réglementé, il ne va pas vous refuser l'accès à son dossier. Hein? Donc, et je peux vous aider en privé si vous voulez. Si vous connaissez le nom de l'agent et la personne, vous pouvez me donner, je peux l'appeler pour vous aider. Mais si ce n'est pas, si c'est des gens du quartier, on n'y peut rien, vous devez seulement négocier avec eux. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou utiliser la police sur place, je ne sais pas, sinon on ne peut rien. Mais un agent réglementé ne peut pas s'amuser parce qu'il y a le collège des consultants que vous pouvez contacter. Il y a le site, non? Vous partez taper le collège des consultants, trouvez un consultant réglementé en immigration. Il y a la liste des consultants, vous mettez le nom, vous allez voir. Bonjour. Est-ce que l'évident, c'est évident ou conseiller d'encore demander l'asile au Québec? Bon, contrairement à ce que vous pensez, c'est des choses du quartier. Hein. On demande l'asile au Québec, il n'y a aucun problème. Ça ne fait aucun problème, même si le gouvernement québécois a estimé qu'il y a 10 provinces au Canada. Le Québec n'est qu'une province, mais la moitié des demandeurs d'asile au moins sont au Québec. Donc ce n'est pas réparti équitablement. Hein? L'endroit où on reçoit les demandeurs, vous savez, avec les demandeurs d'asile, ce que l'on fait, c'est que parfois ils demandent le logement, ils n'ont pas de logement. S'ils sont au Québec, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'argent à dépenser pour la province. C'est ceci. Donc, il y a des petites choses. Demandez l'aide sociale. Vous êtes au Québec, c'est du travail pour le Québec. Donc, vous devez comprendre que, mais cela ne signifie pas que le Québec peut jouer un rôle négatif. Qu'on peut refuser une demande parce que vous avez demandé au Québec et un autre a demandé à Toronto, en Ontario ou en Saskatchewan. C'est la même chose, c'est les mêmes personnes qui régulent et c'est selon les règles. Hein? On donne l'asile à quelqu'un selon certaines règles, selon l'histoire que vous avez vécue et non par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Hein? Certains disent que lorsqu'on est au Québec, ça ne va pas vite. Moi, je ne suis même pas d'accord, pas forcément. Parce que mon expérience, c'est que c'est l'administration. Parfois, vous demandez dans une province où il n'y a pas beaucoup de demandeurs. La demande fait 2 ans avant, 1 an avant qu'on touche. Hein? Donc, il n'y a vraiment pas de règle. Vous pouvez demander l'asile n'importe où. C'est n'importe quoi de dire qu'on ne demande pas l'asile au Québec. Le ministre s'est fâché, était inquiet du fait que beaucoup de demandeurs vivent au Québec. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un pouvoir. Le ministre, ce qu'il dit là, ce n'est pas la loi. Ce n'est qu'un commentaire. Donc, il ne peut rien sur la loi. La loi va être appliquée par un commissaire. C'est un commissaire qui décide si votre demande d'asile peut être acceptée ou pas. Et lorsqu'il décide, c'est simplement sur la base de l'histoire que vous lui avez racontée. C'est tout. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, bonjour. Oui, moi j'ai une question par rapport à la date d'audience. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que la date d'audience, c'est l'immigration qui t'envoie ça automatique ou bien c'est ton avocat qui demande à l'immigration de trouver une date d'audience? Les deux sont possibles. Évidemment, si vous avez un avocat ou un convoi, en général, quand c'est fini, le dossier est prêt à prendre la date d'audience. C'est prêt. Mais sauf que si votre avocat est par exemple trop occupé, il ne va pas prendre la date pour tout le monde parce qu'il est occupé. Hein? Il ne va pas appeler pour prendre forcément la date si lui-même il n'est pas disponible. Donc vous devez toujours parler avec lui et lui demander de prendre la date d'audience pour vous quand vous êtes prêt et si vous avez payé ses honoraires. Ok, et vous recommandez quoi à quelqu'un qui fait une procédure d'études mais n'a pas forcément les frais de scolarité et tout?
Mais pourquoi il faisait s'il n'a pas de frais de scolarité? Quand on fait les procédures d'études, il faut avoir les frais de scolarité. Mais il y a la possibilité de transformer en permis de travail fermé. Si vous êtes déjà au Canada, faire un permis de travail fermé. Il y a cette possibilité légale. Donc, il y a des possibilités actuellement. On a des gens qui offrent des permis de travail fermés. Donc, contactez-nous en privé, l'un des numéros du bureau, immigration efficace, et on peut, si c'est vous, hein, sauf si vous parlez juste, contactez-nous et on peut vous dire. Mais faire une demande de permis de travail fermé, pas une fiche de visiteur parce que la fiche de visiteur ne débouche à rien, mais un permis de travail fermé, c'est possible. Mhm. Et plus tard, vous pourrez demander la résidence dans certains cas et pas dans d'autres. Alors, quelqu'un demande si avec le visa visiteur, on peut demander l'asile. Une demande d'asile n'a pas besoin. Tous les visas peuvent demander l'asile. Le seul critère pour demander l'asile, c'est ceci. Est-ce que si je retourne dans mon pays, je serai en danger d'être arrêté, torturé ou emprisonné illégalement? C'est ça la seule chose. Le permis que vous avez importe peu pour demander l'asile, mais il faut faire des demandes qui sont réelles. Ne mentez pas que vous êtes en danger quand vous n'êtes pas en danger dans votre pays. Mais il n'y a aucun permis. Visa études, permis d'études, visa visiteur, même ceux qui sont arrivés au Canada, miraculeusement, sans permis, sans rien, peuvent faire une demande d'asile. Parce que le Canada, c'est un pays qui respecte ses engagements internationaux, qui respecte les conventions internationales. Et quelqu'un demande aussi si un demandeur d'asile peut demander un permis d'études. Je vous avais déjà dit oui, et il y a plusieurs personnes qui sont venues ici remettre en question mes connaissances. Je ne dis pas que je connais tout, mais je suis de ceux qui, lorsque je ne connais pas, je dis je ne connais pas où que je vais chercher. Hein? Les gens sont tellement venus me faire le reproche que je suis allé fouiller pour être certain. Un demandeur d'asile, oui, vous pouvez demander un permis d'études. Sauf que 98% de personnes, à ce que je sache, ne font pas de demande de permis d'études lorsqu'ils sont encore demandeurs d'asile. En général, ceux-là attendent d'abord d'obtenir l'asile, parce que demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui n'a pas encore l'asile entre les mains. On n'a pas encore accepté sa demande. Donc, il est une personne, ce qu'on appelle une personne à protéger. Il n'est pas une personne protégée. Donc, lorsque vous êtes demandeur d'asile, si vous tenez à aller à l'école, faire des études même universitaires, vous faites une demande de permis d'études. La différence, c'est qu'à ce moment, vous allez toujours payer comme un étudiant international. Vous allez payer comme un étudiant international, ou presque, pas loin, peut-être vous aurez des faveurs, mais presque comme un étudiant international. Mais celui qui a déjà eu l'asile, dont la demande a déjà été acceptée, il paye comme un Canadien ou comme un Québécois. C'est ça la différence. Mais comme demandeur d'asile, vous pouvez demander. Ok, je voulais savoir, quand vous dites qu'il faut une raison pertinente pour demander l'asile, est-ce que, par exemple, au pays, au Cameroun, il y a les kidnappings, les agressions passées par là, les viols? Est-ce que c'est une raison? Ben, ce n'est pas parce qu'il y a des kidnappings qu'on peut demander l'asile. Il y a les kidnappings dans tous les pays. Ça, c'est une raison générale. On parle d'une raison qui vous vise vous. Il ne faut pas que, parce qu'au Cameroun, on kidnappe les gens, ce n'est pas une raison pour demander. Je ne veux pas entrer dans des détails ici pour ne pas induire des gens en erreur, mais je réponds de façon globale. Il y a des kidnappings au Cameroun, mais est-ce que partout les gens ne vivent pas au Cameroun parce qu'il y a des kidnappings? Mais maintenant, celui qui, lui, est visé par les kidnappeurs, c'est différent. Ce n'est pas général, il est visé parce qu'il a des problèmes avec des gens, il est visé personnellement. Il faut être visé personnellement. De manière que si vous rentrez au Cameroun, on va vous chercher personnellement. Ce n'est pas la situation générale. Sinon, ça veut dire que tout le Cameroun peut demander l'asile. Hein? Puisque dans tous les pays, tout Haïti peut demander l'asile, puisque à Haïti, on kidnappe les gens partout. Mais on demande que votre problème à vous, c'est quoi? Voilà. Votre problème, qui vous vise? Vous êtes en danger à cause de qui? Qui vous vise? Ce n'est pas la situation générale. Ok, j'ai une amie, elle a demandé le visa visiteur depuis, elle a fait la biométrie depuis juin. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Ah oui, c'est ça. Avec les visas visiteurs, parfois, on donne la réponse en un mois, parfois en un an, même un an et demi, j'ai des temps. Donc, il faut attendre et faire des formulaires web juste pour rappeler qu'on n'a pas répondu à la demande. Est-ce Ok, qu'après un an, là, elle peut recevoir un refus? bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas recevoir? Bien sûr on reçoit des refus tous les jours. Ma Je demande, vais comme répondre nous avons d'abord là. demandé. L'avocat peut demander la date. En général, c'est ton avocat qui va demander la date du temps. Ah, ok.
En général, Ok. il va demander parce que vous êtes pressé. Si vous n'êtes pas pressé, vous attendez. Un jour, l'immigration va voir que le dossier a traîné et va appeler l'avocat pour lui dire que qu'est-ce qu'on fait du dossier, donnons, fixons une date d'audience. C'est au mois de septembre de l'année passée que l'immigration m'avait envoyé, ce n'est pas l'immigration, mais la frontière m'avait demandé, ils ont revu mon dossier et puis ils m'ont demandé le preuve par rapport à ce que moi j'avais dit à la frontière, lorsque nous sommes passés à la frontière. Ils m'ont demandé quelques preuves et puis j'ai demandé le preuve à mon pays, les preuves sont venues, ils ont vu, mais ils m'ont dit que je suis pas crédible, donc il se peut que le jour de l'audience, le représentant du ministre ne sera pas présent. C'est ce qu'ils m'ont dit. Non, ça peut-être vous confondez beaucoup de choses. Vous confondez. Le représentant du ministre sera présent ou ne sera pas. Il dit qu'il ne sera pas présent. C'est ce qu'ils ont Non, dit. écoutez, non, ça je ne crois pas. Regardez, lorsqu'on vous demande des preuves, vous donnez des preuves. Si on pense qu'il y a une matière, que votre dossier n'est pas du tout crédible, pas du tout, on va demander que le représentant du ministre soit présent. Il est présent pourquoi? Parce que dans une audience ordinaire, le représentant du ministre n'est pas là. Hein? Le représentant du ministre ne vient pas à une audience ordinaire. Mais il vient quand il y a des matières qui ont rapport peut-être à la sécurité nationale. Il pense qu'il y a un problème ou il pense que vous n'êtes absolument pas crédible. Donc, il vient dire au juge, qui est le commissaire, qu'on appelle le juge, il vient lui dire, celui-ci ne mérite pas l'asile. Quand le représentant du ministre vient, ce n'est pas bon pour vous quand il est présent. Donc, s'ils vous ont dit que le représentant ne sera pas présent, ça veut dire que quand vous avez envoyé des preuves, peut-être avant, ils voulaient que le représentant soit présent, et maintenant, ils ont vu que bon, il n'y a rien de grave, bon. Le représentant a lu ça, on envoie au ministre, le ministre lit, comme on dit, le représentant lit, et il estime que non, il n'a pas besoin de venir vous combattre. Quand le représentant du ministre est là, il est là pour vous combattre. Donc, ce n'est pas bon quand il est là. Donc, quand il n'est pas là, c'est une bonne nouvelle. Ok. J'ai encore une deuxième question. Oui. Il y a les membres de ma famille qui veulent me tuer dans la sorcellerie. Et vu que je suis au Canada, est-ce que c'est une raison valable pour demander l'asile? Parce qu'ils me menacent de tuer vraiment mon petit Excusez-moi, ils veulent vous tuer dans la sorcellerie. Écoutez, avec le Canada, il faut prouver. Hein? Tout ce que vous faites, vous prouvez. Hein? Si on veut vous tuer dans la sorcellerie et que vous pouvez prouver, venez dans notre bureau, vous allez expliquer l'histoire. Et si on peut démontrer, on fait une demande d'asile, il n'y a pas de problème. C'est la question principale, c'est que est-ce que je suis en danger dans mon pays? Si je rentre dans mon pays, est-ce que je serai en danger de mort? Pour quelque raison que ce soit. C'est ça la question principale. Si vous serez en danger de mort et que vous pouvez distinguer, et que l'État camerounais ou l'État de votre pays, Haïti et tout, si c'est le vaudou, s'ils ne peuvent pas vous protéger, hein, vous demandez l'asile. C'est que je suis en danger si je rentre dans mon pays. L'État ne peut pas me protéger. Je ne peux vivre dans aucune partie de mon pays. Si vous êtes dans ces conditions, faites la demande d'asile, même si c'est la sorcellerie. Rien n'est limité. Hein? C'est le danger. Est-ce que le terrorisme dans un pays... Oui, j'ai répondu. Est-ce que le terrorisme dans un pays, mais tout, comme je vous ai dit, si vous êtes en danger, est-ce que de retour dans votre pays, vous serez en danger? C'est ça la seule question. Ne faites pas des demandes factices, des demandes qui n'ont pas de sens, mais vérifiez bien si le danger est potentiel. Comment obtenir un permis fermé pour une femme dont la procédure de parrainage... Mais lorsque vous êtes dans une procédure de parrainage, vous n'avez pas un permis fermé. Vous avez le droit à un permis ouvert. Lorsque vous êtes dans une procédure de parrainage, vous faites une demande de permis ouvert. Si vous êtes déjà au Canada, votre parrain, celui qui vous parraine est au Canada et vous êtes au Canada, vous faites une demande de permis ouvert. Il y a une possibilité d'obtenir un permis ouvert après l'approbation de principe, c'est-à-dire après la première étape, il y a cette possibilité. Bonjour, j'aimerais avoir votre numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone au Canada, c'est le 438-797-8282. Les bureaux sont situés à Montréal. Immigration Efficace Canada, 438-797-8282. Et vous avez le numéro WhatsApp, le 514-560-5882. Je suis marié, j'ai une femme et un enfant. Je souhaite immigrer au Canada. Que dois-je faire? Mais vous devez vous rapprocher de l'un de nos bureaux
dans le pays où vous vous trouvez, au Cameroun ou ailleurs. La procédure sera faite parce que chaque personne a un profil et toutes les procédures ne sont pas bonnes pour tout le monde. Bonjour, je souhaite passer du statut de demandeur d'asile pour un parrainage. Cette dernière est aux USA. Oui, vous pouvez passer d'un statut de demandeur d'asile. Pendant que vous êtes demandeur d'asile, vous pouvez faire un parrainage. Hein. Vous pouvez appuyer mon dossier dans l'immigration, ma demande d'asile. Est-ce que ça peut aussi faire quelque chose, cette lettre? Parce qu'ils m'ont remis ça la semaine passée. C'est l'entreprise qui m'a L'emploi, remis. ça n'appuie pas la demande d'asile. Vous travaillez même 10 ans, on ne vous donne pas l'asile parce que vous êtes un bon travailleur. Est-ce que la demande que vous partez faire là-bas, c'est pour savoir, c'est pour prouver que vous êtes un bon travailleur au Canada? C'est pour montrer que si vous rentrez dans votre pays, vous serez en danger. Donc, tout ça, ça ne sert à rien. Hein? Un peu comme les gens qui demandent l'aide sociale, ils disent que lorsque quelqu'un demande l'aide sociale, quand il fait une demande d'asile, ça joue mal sur sa demande d'asile. Non. La demande d'asile, on demande si vous êtes en danger, si vous retournez dans votre pays. C'est tout. Si vous êtes même le meilleur travailleur au Canada, ça ne joue pas sur le fait que vous avez fui votre pays parce que vous êtes en danger ou pas. Alors, je prends 2 dernières questions et malheureusement, ce serait fini parce que j'ai beaucoup à faire. Après l'audience générale, la décision prend combien de temps? Pour avoir une décision définitive, il n'y a pas un temps, ça dépend du commissaire, je vais dire du juge. Appelons ça juge, ça dépend de lui. Il y en a où on donne la décision à l'instant, à l'audience, et vous avez vos papiers, d'autres 2 jours après, d'autres 6 mois après. Il n'y a pas de temps. J'ai ma sœur, elle a un visa en Amérique. Et son conjoint, il est au Canada. Est-ce que c'est possible de rentrer par les frontières pour rejoindre son conjoint? Son conjoint est ici. Il est au Canada, oui. Faire une demande d'asile au Canada ou juste rentrer. Et elle veut faire une demande d'asile pour rejoindre son mari. C'est possible parce qu'elle appartient aux exceptions. Il y a ce qu'on appelle l'exception sur les pays tiers sûrs. Si vous avez votre mari ici, elle doit avoir l'acte de mariage en main et les documents qui prouvent qu'ils sont mariés en dehors de l'acte. Des photos, des choses qui montrent qu'ils sont mariés et se pointer à la frontière, sa demande d'asile sera acceptée parce que son mari est ici.